Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je vois que les gens commencent à arriver petit à petit. Mais je propose qu'on commence maintenant, donc afin de respecter notre timing, et parce qu'on veut laisser suffisamment de temps à la fin du webinaire pour pouvoir répondre aux différentes questions qui seront posées. Pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez donc évidemment poser des questions dans le chat privé, donc à savoir que toutes les questions sont anonymes. Je les poserai à Khadija et à Feriel à la fin du webinaire pour qu'elles puissent y répondre. Donc voilà, bienvenue. Pour ma part, je m'appelle Charline, je suis Business Development Manager chez Wivo HR. J'ai l'honneur aujourd'hui de donner le coup d'envoi de cette série de webinaires que nous avons l'occasion de lancer pour la période de fin d'année, qui inclut, comme vous le savez, les entretiens d'évaluation et de feedback. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé 3 webinaires, dont celui-ci qui est le premier. Et aujourd'hui, on va parler de l'ego. Donc l'ego, c'est quelque chose que tout le monde a, mais quand il devient trop important et trop envahissant, ça peut avoir des conséquences très négatives dans un environnement professionnel, jusqu'à entraîner un certain degré de toxicité. Donc d'une part, nous voulons vous donner quelques signaux d'alarme pour vous aider à reconnaître la toxicité dès les premiers stades. Et d'autre part, nous voulons vous montrer comment donner du feedback à des personnes qui présentent justement ce type de comportement. Donc nous vous présenterons également quelques stratégies, méthodes et approches pour gérer ces situations à l'aide de conseils et d'astuces pratiques. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je vais introduire mes collègues Khadija et Feriel, qui sont les expertes de notre équipe People Development et qui prendront la parole pour ce premier webinaire. Donc voilà, profitez-en bien. Merci Charline. Ce que je vous propose, donc c'est simplement une méthode vraiment de questions. Donc Khadija, je vais te poser une série de questions et on va aller petit à petit de plus en plus en profondeur sur le sujet. Pour commencer, Khadija, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est exactement l'ego? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier webinaire. D'abord, je voudrais m'excuser pour ma voix. J'ai un gros rhume pour l'instant. Donc, si la qualité de ma voix n'est pas au top pendant tout le webinaire, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, je fais le maximum en tout cas. Donc, Feriel, pour revenir à ta question, effectivement, la définition de l'ego, il y a plein de définitions différentes. La définition avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui, c'est la suivante. C'est que l'ego, en fait, est un sentiment d'estime de soi et d'image de soi que nous manifestons dès que nous allons rencontrer une nouvelle personne. Donc, c'est fortement lié à cette fameuse première impression qu'on peut donner. L'ego est quelque chose qui se développe dès la plus petite enfance. Donc, c'est quelque chose qui continue à se développer jusqu'à la fin de notre vie, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui s'arrête. L'ego est lié au concept et aux idées sur ce qui, selon nous, est le fonctionnement du monde dans lequel nous vivons. Donc, aussi les familles dans lesquelles nous sommes nés, les écoles que nous allons côtoyer, les amis, les proches, les collègues, etc. Donc tout ça va former l'ego. Il y a également une part de l'ego qui est formée par les mécanismes de survie que nous allons adopter quand on sera confronté à quelque chose de compliqué, souvent dans notre jeune enfance, donc tout ce qui est lié au traumatisme, etc. Donc là, il y a des mécanismes de survie qui s'installent et qui forment également une part entière de cet ego. L'ego, c'est nos idées sur nous-mêmes, notre propre perception sur nous-mêmes et le monde dans lequel nous circulons. Et alors également des schémas de pensée qui sont fixes à partir d'un certain moment. Donc il y a l'apprentissage de certains schémas de pensée et de comportement, mais qui deviennent fixes. Donc tout ça en fait fait partie de l'ego. D'accord, merci beaucoup. Et finalement, ici on va surtout parler de leadership, leadership qui peut se situer à différents endroits dans l'organisation. Il n'y a pas que les managers qui exercent du leadership. Qu'est-ce que ça signifie finalement pour un leader avoir un ego? Quel est le lien entre leadership et ego? Alors en fait, l'ego est un élément indispensable dans le leadership. Pourquoi? Parce que l'ego booste la confiance en soi, la prise de décision,
et le fait d'oser prendre les devants. Et donc, tout ça sont des compétences qu'on demande dans le leadership. Donc, quelque part, l'ego est un élément très positif et constructif dans le monde du leadership, et pas seulement pour les leaders dans les organisations, mais toute personne qui se prend en main aussi et qui prend un auto-leadership, parce qu'on est dans un environnement et dans un monde qui demande une gestion d'une certaine complexité et la prise de décision en permanence. Donc, l'ego nous aide à faire ça en tant que leader. Oui. Et donc, ce que tu disais, c'est que finalement, il y a différents... Enfin, tout le monde a un ego. Hein, donc, c'est finalement la manière dont on se présente au monde. Ça se construit très, très, très tôt. Et quand on parle de toxicité, on peut imaginer qu'en tout cas, il y a un lien avec l'ego. Donc, qu'est-ce que finalement... Comment tu distingues l'ego sain, on va dire, de l'ego malsain? Quelles sont les différences? Et donc, effectivement, comme tu dis, Firiel, il y a donc l'ego qui est sain et il y a un ego qui peut devenir malsain. Alors, l'ego qui est sain, c'est un ego qui se développe grâce à des valeurs intrinsèques, hein, et qui est en fait une part de personnalité ou un ego qui apprécie la reconnaissance, mais qui n'en dépend pas. Hein. Donc, même s'il n'y a pas cette reconnaissance externe, la personne ne va pas en être impactée. De la même manière que quelqu'un qui a un ego malsain, je suis désolée pour la terminologie, mais c'est comme ça qu'on le décrit. Donc, un ego malsain est un ego qui est en recherche permanente, constante, de validation de l'extérieur. Donc, c'est des personnes en général qui ont encore énormément de choses à prouver, à montrer, et qui ne veulent pas seulement montrer et prouver ces choses-là, mais qui veulent surtout avoir la reconnaissance en fait pour leurs prestations. Et donc, il y a une certaine insatisfaction qui s'installe quand il n'y a pas les louanges et la reconnaissance continue du monde qui les entoure. D'accord. Donc, j'imagine ici que finalement, on peut faire en tout cas une connexion entre l'ego malsain, potentiellement la toxicité. Quelles sont finalement les conséquences qu'on peut observer dans les organisations, dans les équipes, sur le lieu de travail en général, de finalement cet ego malsain, cette toxicité qui s'installe. Et donc, effectivement, l'ego malsain, comme tu dis, va être l'ego qui va être à la base d'un comportement qui peut devenir toxique, effectivement. Il y a également, et ça je voudrais aussi le préciser, il y a également un lien entre l'ego malsain et un manque de maturité. Donc, en fait, l'ego devient de plus en plus sain avec la croissance, et ce qu'on appelle la croissance verticale et donc la maturité. Et donc, après, pour revenir à ta question, donc effectivement, quand il y a cet ego malsain qui s'installe, quand il y a cette immaturité, cette toxicité qui s'installe chez une personne, dans une équipe, dans une organisation, chez un leader ou quelqu'un qui fait partie d'une équipe, on va pouvoir constater des symptômes, des phénomènes qui sont, il y en a énormément, mais on a réduit une liste pour quand même pouvoir vous donner quelques indicateurs. Donc, en fait, on va voir qu'il n'y a plus de confiance, donc il y a une méfiance qui s'installe. Il n'y a plus de communication ouverte, donc toute la communication va passer autour des personnes et dans les bruits de couloir, etc., les ragots, donc tout ça va commencer à bien se développer, malheureusement. Il n'y a pas de retour d'information, il n'y a pas de feedback, donc tout le monde se ferme et tout le monde commence à réfléchir en silo vis-à-vis des autres. On n'a pas le droit aux erreurs, donc quand on fait une erreur, on est sanctionné, donc c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre. Il n'y a pas d'inclusion, donc ça veut dire qu'on va être dans le jugement, dans les a priori vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des gens autour de soi. On perd toute opportunité d'apprentissage et de développement, de croissance, donc tout se fige. On est dans un status quo émotionnel et comportemental, et on n'a pas le droit de remettre en question les choses. Donc, à partir du moment où on va commencer à mettre en question certaines choses, on va avoir une réaction plutôt négative. Donc, ça, c'est les phénomènes, en tout cas les symptômes, les signaux qu'on va constater. Et en fait, à plus long terme, on va constater un manque et une réduction importante de collaboration. Donc, il n'y a plus de co-création, il n'y a plus de collaboration.
Donc, chacun est dans sa petite bulle. Évidemment, il y a des personnes qui vont commencer à quitter l'équipe ou l'organisation. Le risque de burn-out est extrêmement élevé. Quand il y a la toxicité, la créativité, elle disparaît, ça c'est clair. Et donc, on arrive en fait malheureusement à un environnement et une culture de la peur et de l'angoisse, de l'anxiété en fait. C'est ça le moteur qui va animer ces organisations, ces équipes et ces personnes. Le moteur va être l'anxiété. D'où l'importance ici aujourd'hui de lever le tabou sur sur ce sujet. C'est la raison notamment pour laquelle on a choisi d'en parler assez ouvertement, parce qu'on voit que les conséquences sont vraiment importantes finalement sur l'organisation tout entière. Et si justement on parle finalement des différentes étapes du cheminement qui amène quelqu'un à finalement devenir toxique, c'est un mot quand même assez fort. On peut imaginer voilà, qu'une personne, en tout cas, se met à avoir des comportements assez réguliers. Comment ça se passe finalement, le développement de cette toxicité chez ces personnes? Alors en fait, on peut parfois imaginer quelqu'un d'extrêmement toxique qui va arriver dans une équipe ou dans une organisation. Ça, c'est les situations assez faciles parce qu'on va directement constater cette toxicité et on va pouvoir donner un certain feedback à cette personne qui est étrange en fait à rentrer dans une certaine culture qui est non toxique. Après, ce qui est plus complexe et plus difficile, c'est les personnes qui ont des traits de personnalité qui sont fortement valorisés, mais qui deviennent en fait et qui se mettent sur ce cheminement, comme tu dis, Fériel, d'évolution vers quelque chose de toxique parce que c'est accepté, toléré par l'environnement. Et donc, juste pour vous donner quelques exemples, donc quelqu'un par exemple qui a une forte confiance en soi, eh bien, à un certain moment, va basculer dans ce qu'on appelle une attitude prétentieuse et pourrait éventuellement basculer dans une attitude d'arrogance. Donc, en fait, avoir confiance en soi n'est pas quelque chose de toxique, mais quand ça dévie et ça va trop loin, et c'est poussé et valorisé et il n'y a pas de limite et pas de feedback qui est donné pour canaliser tout ça, cette personne va devenir arrogante et va penser qu'elle est en train de faire un super bon boulot et une attitude qui est appréciée par l'environnement. Alors, deuxième caractéristique, c'est le manque d'empathie. Il y a plein de gens qui sont plutôt rationnels qu'émotionnels. C'est aussi quelque chose qui est valorisé au niveau des entreprises, de rester rationnel. Donc, on nous pousse à être rationnel. Ok, très bien. Mais à force de pousser les gens à être rationnels et rester rationnels en toutes circonstances, on développe en fait, dans les cas de toxicité, de l'incapacité à considérer d'autres perspectives. Donc, une fermeture totale de reconnaissance, d'empathie et d'émotion chez les autres personnes et chez soi-même. Donc, ça, c'est le côté toxique du manque d'empathie. Des personnes qui influencent. Et on est toutes et tous des personnes qui influençons notre environnement parce que ça fait partie de l'humain. Mais influencer peut devenir abuser du pouvoir qu'on a dans la forme toxique. Et alors, ne pas être ouvert au feedback, tout ce qui est retour d'information et feedback. Voilà, il y a des personnes qui ont du mal à entendre du feedback, à accepter le feedback. Si ce comportement n'est pas canalisé, n'est pas remis en question par l'environnement ou par la personne en question, cette personne pourrait devenir une personne très, très, très défensive et à la limite même conflictuelle à partir du moment où il y a quelque chose qui arrive jusqu'à elle au niveau de son comportement. Donc, en fait, c'est le cheminement qu'une personne pourrait suivre d'un comportement sain, qui fait partie de cet ego qui est sain, vers quelque chose d'assez toxique. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, ça permet aussi aux personnes qui nous écoutent d'identifier des signaux d'alerte, des red flags dans le langage commun, de se dire, voilà, à partir du moment où finalement on voit que la confiance en soi petit à petit se transforme en une présomption, voire l'arrogance, c'est des moments où finalement aussi il y a une nécessité de recadrer
de recadrer les comportements et de faire redescendre aussi cette personne toxique vis-à-vis des comportements petit à petit en évolution. Et donc, je pense que voilà, tout le collectif a aussi un rôle dans le fait de détecter ça pour pouvoir limiter les effets qu'on a décrits, qui sont en effet assez néfastes pour le bien-être de l'organisation et la performance de l'organisation de manière générale. Comment, finalement, une fois que ces comportements toxiques sont présents chez des collègues, chez des N+1, voilà, chez des collaborateurs, quels sont plutôt tes conseils pour se protéger de ça, pour se protéger des impacts négatifs, à la fois en tant qu'individu et en équipe? Donc, en fait, effectivement, l'idée de ce webinaire, c'est aussi de vous donner des petits conseils, des astuces, des choses assez simples à mettre en place qui peuvent déjà former une protection de base en première instance. Et donc, la protection la plus importante quand on commence à constater de façon répétitive un comportement toxique de quelqu'un dans l'environnement direct, ou bien un responsable d'équipe, ou bien un collègue direct, ou quelqu'un dans l'équipe quand on est dans un rôle de leader soi-même, c'est de garder une certaine limite émotionnelle, donc une certaine distance émotionnelle, pardon. C'est-à-dire que il faut à ce moment-là se rendre compte du fait que garder littéralement une distance physique est quelque chose d'important et qui va aider aussi à garder cette distance émotionnelle pour ne pas être impacté en permanence par cette énergie négative et cette toxicité qui est dégagée par cette personne en question. Un deuxième conseil qu'on peut donner, c'est de maintenir une communication très professionnelle et très, pas commerciale comme il est traduit ici, désolé pour la mauvaise traduction, professionnelle et distante plutôt. Le fait de dire, voilà, on reste très rationnel et on reste très professionnel et très concret. Il ne faut pas avoir peur de mettre ses limites en disant non et en refusant certaines choses. Quelqu'un de toxique, par exemple, ne va pas avoir peur de demander de faire un travail dans un délai qui n'est pas réaliste, en fait. Et donc, le fait de dire ce n'est pas possible, je pourrais pas terminer ce travail pour dans 1 heure ou pour demain matin, il faut oser le dire. Et comme ça, cette personne toxique va aussi comprendre que voilà, on commence à comprendre ce qui se passe et on n'est pas prêt, à accepter n'importe quoi parce que voilà, il faut vraiment fixer cette limite-là aussi. Et un dernier point, c'est de bien garder un œil sur la planification de son travail et de son temps. Et en fait, être prêt. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la fixation des limites, être prêt à justifier le temps qu'on a passé à faire quelle tâche, à faire quel travail, pour justement ne pas tomber dans des pièges de manipulation de la personne toxique. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau des équipes, en fait, ce qui se passe naturellement, c'est que quand on subit de la toxicité d'un collaborateur, d'un collègue, d'un responsable, on va chercher du soutien. C'est humain, c'est ce que chaque personne a tendance à faire. Et alors, le premier niveau où on va aller chercher du soutien social, c'est au sein de l'équipe en fait. Mais là, il y a quand même une petite alerte, il y a un petit warning à mettre parce que en général, quand il y a de la toxicité dans une organisation, et surtout quand c'est un leader qui démontre un comportement toxique, en général, l'équipe va devenir dysfonctionnelle. Pas du premier jour, mais après un certain temps, cette équipe ne va plus être fonctionnelle, ne va plus être efficace au niveau du mode de fonctionnement. Et donc, attention, quand on va aller chercher du soutien au sein de l'équipe, il faut d'abord faire un petit assessment de voir est-ce que l'équipe est encore fonctionnelle ou dysfonctionnelle. Si l'équipe est dysfonctionnelle, au niveau du soutien, on déconseillerait plutôt d'aller chercher du soutien dans une équipe qui est dysfonctionnelle parce qu'on ne fait qu'aggraver cette toxicité qui existe déjà. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'on parle d'intention individuelle et d'intention collective. Si moi, j'ai une intention individuelle qui est saine de vouloir
améliorer la situation dans l'équipe, et si je vais chercher du soutien dans une équipe qui est déjà complètement contaminée et qui a une intention négative et qui est déjà toxique en soi, alors là, on ne va pas pouvoir résoudre ce problème-là. Alors, ce qu'il y a moyen de faire à ce moment-là, c'est de chercher un mentor au sein de l'organisation ou à l'extérieur qui a peut-être déjà vécu ce genre de situation et qui peut donner des conseils, ou bien aller voir la personne de confiance qui existe en général dans toutes les organisations, hein, et qui, en général, sont formés pour faire face à ce type de contexte et de situation. Et en troisième instance, on peut éventuellement faire appel à quelqu'un qui vient de l'extérieur pour justement faciliter éventuellement de la mise en place de certaines solutions pour enlever la toxicité des équipes ou des organisations. Très, très intéressant comme approche. Ce sur quoi je veux quand même insister, c'est que finalement, et Khadija, dis-moi si je me trompe, mais il s'agit bien de, en tout cas, temporiser la situation pour éviter justement d'arriver dans un espèce de cercle vicieux qui va empirer, qui peut petit à petit toucher la culture et toucher justement aux conséquences long terme dont on a parlé. Et donc finalement, la première façon d'agir, c'est de donner du feedback. Et donc c'est évidemment le sujet de notre série de webinaires. Comment donner du feedback à ces leaders toxiques? Comment finalement désamorcer ce phénomène? Qu'est-ce que toi, Khadija, ton expérience t'as appris par rapport à ça, et quels outils tu peux partager aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur le sujet? Et donc effectivement, hein, le feedback est un outil extrêmement intéressant et important dans le contexte de la toxicité. C'est pas toujours quelque chose de facile à faire, et donc c'est pour ça que, avant de parler de comment donner le feedback et quels outils utiliser, il faudrait d'abord un petit peu clarifier les deux types de toxicité auxquels on pourrait être confronté. Donc il y a la toxicité qui est consciente et la toxicité inconsciente. Alors la différence, elle est assez évidente. La toxicité consciente, en fait, c'est une toxicité qui est ce qu'on appelle une toxicité stratégique de la personne en question. Ce qui veut dire que la personne utilise certaines compétences, certains comportements toxiques pour atteindre certains objectifs, en toute transparence ou de façon moins transparente parfois. Donc, ça devient très complexe et très difficile. Alors, cette toxicité, consciente est une matière très, très intéressante, mais nous n'allons pas aller en détail aujourd'hui. Il y a un sondage qui va être lancé, je pense maintenant, Firiel, pour voir s'il y a pour cette matière-là. Oui. Donc ici, n'hésitez pas à répondre donc au sondage pour se dire tiens, si on était amené à faire un autre webinaire, est-ce que le sujet finalement de la manipulation, donc finalement de la toxicité consciente, vous intéresse, oui ou non? Et donc, 10 personnes, ouais. Voilà, pardon, excusez-moi. Et donc, effectivement, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'intérêt pour cette matière-là. Mais donc, on continue, Firiel, à parler surtout de la toxicité inconsciente, c'est-à-dire un comportement que la personne va manifester, mais dont elle n'est pas toujours consciente au niveau de l'impact toxique que ça a sur l'environnement, sur soi-même et sur l'environnement. Alors, évidemment qu'il y a des outils, et heureusement qu'il y a des outils. Nous allons en fait vous présenter 4 outils principaux avec lesquels nous travaillons beaucoup, parce que c'est des outils qui nous aident vraiment à faire remonter des éléments qui peuvent après être utilisés dans les séances de feedback, donc les exercices de feedback. Donc il y a l'outil, et certainement que vous en connaissez déjà quelques-uns. Donc il y a la fenêtre de Johari, il y a le feedback de 360 degrés, il y a le questionnaire 16 PF, et il y a la communication non violente. Alors, juste pour vous donner un peu plus d'informations par rapport à chacun de ces outils, donc la fenêtre de Johari, en fait, nous permet de augmenter le niveau de conscience d'un individu
plutôt individuel, à utiliser individuellement, quand il s'agit justement de ce que nous dégageons. Donc, on a parlé de l'ego au début du webinaire. Hein, donc, notre ego, quand il se manifeste, en fait, qu'est-ce que nous savons sur nous-mêmes que nous sommes tout à fait prêts à montrer aux autres, mais qu'est-ce que nous ne savons pas sur nous-mêmes et qui est tellement clair quand quelqu'un d'autre nous regarde, en fait. Donc, c'est un outil très, très intéressant pour mettre, comment dire, oui, une certaine clarté au niveau des choses pour lesquelles nous sommes aveugles par rapport à nous-mêmes. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant à utiliser dans ce contexte-là. Les feedbacks 360 degrés, évidemment, qui sont souvent utilisés dans des contextes organisationnels vis-à-vis des leaders, souvent, c'est qu'il y a des questionnaires qui sont lancés par rapport aux différentes personnes qui gravitent autour d'un leader ou de la personne qui doit recevoir le feedback. Et alors, de façon anonyme ou moins anonyme, on peut aborder à ce moment-là ce qu'on appelle donc les angles morts, hein, les choses que la personne ne voit pas. Et donc, souvent, les angles morts sont les sources de potentiellement une certaine toxicité présente chez quelqu'un. Un troisième outil, c'est des questionnaires psychométriques. Donc, nous travaillons beaucoup avec le CSPF, donc c'est le 16 Personality Factors. Ici, c'est plutôt un travail individuel en répondant à plusieurs questions. Il y a un rapport qui est dressé. En fait, ce rapport permet, dans une séance de débriefing, de donner des éléments qui sont liés aux préférences personnelles, en fait, hein, donc au niveau des traits personnels et des traits de personnalité. On peut en fait aborder certaines caractéristiques qui peuvent mener cette personne à manifester une certaine forme de toxicité. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est fort apprécié en général par la personne qui va recevoir ce feedback. Et alors, la communication non violente, en fait, c'est un outil qui est fortement utile, en fait, et à utiliser par la personne qui va donner le feedback. C'est une forme de communication qui est basée sur la reconnaissance des émotions chez soi, et le fait d'utiliser cette émotion comme base de conversation avec la personne qui démontre un certain comportement toxique. Très bien, ben, ça nous donne quand même pas mal de pistes hein, pour aborder la question. Khadija, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent comme étape éventuellement pour préparer quels outils, quelles stratégies tu conseilles de mettre en place pour donner du feedback à ces personnes toxiques? Alors effectivement, hein, donc on a vu les outils et il y a encore plein d'autres outils qui peuvent être utilisés, mais en fait ce n'est que des outils en fait. Hein, ce qui est le secret pour vraiment être capable de donner un feedback constructif et recadrant, c'est de vraiment faire des jeux de rôle, effectivement avec la personne qui peut nous aider à se mettre dans ce contexte qui est un contexte émotionnellement difficile souvent, donc il y a une charge émotionnelle. Donc idéalement, c'est de faire des jeux de rôle, c'est faire des exercices, se mettre en situation avant d'aller aborder en fait cette conversation difficile de donner du feedback à la personne qui démontre cette toxicité. Donc vraiment le secret, comme je l'ai dit et je le répète, c'est des exercices, des jeux de rôle, des mises en situation, traiter les objections, voir comment cette charge émotionnelle que nous avons évolue pendant cette conversation qui est une conversation fictive, pour être vraiment bien préparé à avoir cette conversation compliquée et difficile avec la personne en question. Je peux imaginer aussi que bien connaître la personne en face peut aider, donc se renseigner en tout cas sur le type de réaction que la personne a, ce qui va être important en termes de contenu à donner.
voilà, de pouvoir bien décrire également objectivement les comportements qui ont été faits et puis l'impact qu'ils ont sur les autres avant tout et sur l'organisation. Absolument. Très bien. Mais un grand merci, Khadija. On va doucement laisser la parole à Charline. En tout cas, un très, 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 très grand merci aussi à vous qui avez écouté le contenu. J'espère que finalement, vous pourrez en tirer de l'inspiration dans vos contextes respectifs. Un grand merci, Khadija et Firiel. J'ai trouvé ça très intéressant pour ma part. J'espère que c'était le cas pour tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il reste encore un peu de temps pour y répondre. Et je rappelle qu'elles sont totalement anonymes, donc n'hésitez vraiment pas. Peut-être que certaines personnes ne pourront pas rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui doivent partir, sachez que vous recevrez l'enregistrement du webinaire et une petite conclusion par mail. Et vous aurez également la possibilité de bénéficier d'une conversation gratuite avec Khadija si vous souhaitez approfondir un cas spécifique lié à votre contexte professionnel. Donc, voilà, vous pouvez organiser un rendez-vous directement avec elle. Je vous invite aussi à assister au prochain webinaire. J'ai vu que la plupart d'entre vous s'étaient inscrits pour toute la série, donc c'est vraiment super, merci. Mais si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours le faire via l'email que vous recevrez justement. Donc voilà, je vais maintenant jeter un petit coup d'œil aux questions dans le chat. Ok. Oui, une question que je trouve très intéressante, Khadija et Firiel. Y a-t-il des cultures d'entreprise qui favorisent la toxicité ? Effectivement, il y a certaines cultures d'entreprise, en société, qui peuvent favoriser cette toxicité. C'est des cultures en fait qui sont liées au pouvoir et qui valorisent en fait le côté dominant des leaders. Quand on va récompenser le pouvoir, la prise de pouvoir et le fait de dominer les autres, en fait, voilà, on va favoriser ce comportement qui deviendra un comportement toxique, d'oppression. Et malheureusement, et surtout dans les organisations qui sont structurées en pyramide classique, un petit peu comment dire, le modèle militaire, disons, là, c'est des cultures malheureusement qui peuvent fortement, en tout cas, influencer ce développement de cette toxicité. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument éviter le système pyramidal, mais quand on met en place un système pyramidal, top-down, il faut surtout mettre en place aussi des systèmes de vigilance au niveau de la toxicité qui pourrait s'installer à un moment ou à un autre. Donc finalement, c'est pas donner, si je comprends bien, l'aplomb, l'autorité à une personne susceptible en effet de développer des comportements toxiques. Ouais. Ok, merci. Une autre question qu'on a reçue, je vais essayer de la formuler de manière correcte. Si donc dans la situation où c'est trop tard et qu'il y a déjà une culture avec une certaine toxicité, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour changer ça, justement? Justement, c'est là où c'est vraiment un énorme défi d'aborder en fait la toxicité. Donc, Firiel, tout à l'heure, tu le disais, il faut que ça sorte de la sphère du tabou, parce que dans beaucoup d'organisations, le mot toxicité n'est jamais utilisé, ne peut pas être utilisé, parce que ça fait encore partie de tout ce qui est tabou. Donc, quelque part, aborder en fait cette toxicité, aborder surtout les conséquences en fait de cette toxicité sur les personnes qui gravitent autour de ça malheureusement, en faire un sujet sur l'agenda au plus haut niveau dans l'organisation de préférence, et alors s'équiper soi-même, parce qu'effectivement, en général, il y a quand même des professionnels de l'humain dans les organisations, alors ou bien être bien équipé soi-même, ou bien se faire aider par des personnes qui sont spécialisées dans la matière pour faire en sorte que cette toxicité puisse être canalisée au départ, reconnue et à terme effectivement éliminée dans les équipes ou chez les individus. Ok, très bien. Encore une autre question. Est-ce possible de détecter lors du processus de recrutement si une personne peut s'avérer être toxique dans le futur?
Ça, c'est un énorme défi également. Hein. Donc, il y a beaucoup de défis qui sont liés à cette matière. C'est pour ça, justement, qu'on pensait que c'était une matière intéressante à aborder lors d'un webinaire. Est-ce qu'il y a un moyen de le détecter? Bon, comme on l'a dit, en fait, il y a un cheminement de chaque individu qui pourrait être un cheminement vers de la toxicité. On a tous des éléments en nous qui sont des éléments et des qualités qui nous aident énormément, mais qui risquent de devenir nos plus grands handicaps, en fait, quand on est mis dans un contexte qui va nous influencer de façon négative et qui va faire en sorte que, humainement, on ne va pas assumer ces éléments-là et qu'on risque d'en faire un élément négatif. Est-ce qu'il y a moyen de le détecter à l'avance? Si cette personne a déjà développé ce côté toxique, effectivement, qu'on va le sentir, qu'on va le voir. En lui posant les bonnes questions lors du recrutement, en ayant les bons outils pour détecter certaines choses qui sont fortement présentes. Alors, poser des questions et poser encore des questions et demander des exemples et de la clarification jusqu'à ce qu'on puisse détecter une certaine toxicité. Ça, c'est des choses qu'il y a moyen de faire. Après, évidemment, une personne qui se présente très, très bien et voilà, qui n'a pas forcément conscience de cette toxicité, voilà, on va peut-être penser que elle a des caractéristiques fortement présentes, mais alors il faut évaluer à plusieurs, normalement, hein, pas une personne individuellement, mais à plusieurs, avoir une deuxième opinion, troisième opinion pour voir, voilà, est-ce qu'il y a moyen de détecter ça? Parce que c'est pas quelque chose, une personne ne va pas arriver lors d'une interview de recrutement et dire, voilà, moi je suis quelqu'un de toxique, c'est impossible, ça se passe pas comme ça. Donc quelque part, il faut détecter le fait aussi d'affronter en fait des personnes toxiques. De ne pas avoir peur de ça, justement d'avoir des conversations et d'avoir pu travailler dans des équipes où il y avait une certaine toxicité, eh bien, c'est cette expérience-là qui nous apprend aussi à la reconnaître ailleurs. Si je peux rajouter peut-être un petit point, c'est vrai que lors d'un entretien, c'est pas nécessairement facile. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de se baser sur des comportements. Et donc, pour ça, des techniques de recrutement, de sélection de type CBI, Assessment Center, qui vont vraiment mettre la personne en situation, permettent davantage de pouvoir détecter, en effet, les personnes qui ont déjà ce type de comportement. Pendant tout le long, on a parlé de personnes toxiques. On parle évidemment de personnes qui ont des comportements toxiques répétés. Donc, c'est peut-être un point important. Mais donc, l'observation des comportements va être essentielle. Si vous posez des questions aux personnes en demandant voilà comment vous êtes, en effet, la personne ne va jamais vous dire « je suis toxique ». En revanche, si vous lui demandez « tiens, comment vous avez réagi dans telle ou telle situation ?» Là, vous pouvez réellement observer la personne et en apprendre plus sur elle. Très bien, merci. Une nouvelle question dans le chat. Dans un modèle de hiérarchie flat, comment repérer les comportements toxiques du management? Oui, question très intéressante parce qu'on a parlé des organisations en pyramide qui sont axées sur le pouvoir. Dans les organisations flat, le pouvoir, il est réparti. Et en fait, là où dans une pyramide, on sait exactement où se situe le pouvoir, c'est dans la pointe de la pyramide en général, le pouvoir officiel. Dans une organisation flat, le pouvoir, il est réparti. Et donc, on aura besoin de plus de temps pour bien comprendre, en fait, le côté informel de tout cela, le côté parfois aussi chaotique et manque de clarté dans les organisations flat, qui peuvent être des organisations où il y a énormément de bienveillance au niveau des personnes qui travaillent dans l'organisation, mais où la toxicité peut venir du système qui a été mis en place. Et donc ça, c'est encore un autre niveau de toxicité. C'est une toxicité qui fait partie de ce qu'on appelle la toxicité systémique, donc qui vient du système qui a été mis en place. Et donc c'est un exercice qui est très 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 différent où malheureusement à ce moment-là on peut même pas dire que c'est telle ou telle personne, mais c'est le système qui influence les personnes faisant partie de ce système-là à devenir plus ou moins toxiques selon les circonstances. Mais c'est une question très très intéressante.
Mhm. Ça me fait penser, Khadija, à aussi toutes les pratiques de management 3.0, hein, blame the system, not the people. Exactement. Donc, si jamais ça vous intéresse à ce niveau-là, c'est vrai que dans les organisations plus flat, on va davantage, en effet, s'intéresser au système. Maintenant, pour peut-être compléter la réponse, comment repérer les comportements? Bah, déjà, si on a une équipe dysfonctionnelle, ça peut déjà être un bon indicateur, mais en effet, ça va nécessiter d'aller un petit peu plus en profondeur. Est-ce qu'il s'agit d'une ou deux personnes, en effet, des individus? S'agit-il du système? Donc, en effet, il y a, comme dit Khadija, des étapes plus approfondies, plus complexes à réaliser. Ouais. Parfait. Mais merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure ici. Je ne vois pas d'autres questions actuellement. Merci à toutes et tous, Khadija et Feriel bien sûr, mais aussi à tous ceux qui m'ont assisté au webinaire. Comme je vous l'ai dit, vous recevrez un email avec l'enregistrement ainsi que la possibilité de planifier donc une conversation gratuite avec Khadija. À savoir qu'on va régulièrement organiser des webinaires via WevoHR. Donc, vous pouvez toujours trouver des informations à ce sujet sur notre page LinkedIn et vous y inscrire. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez évidemment des suggestions ou des idées d'autres sujets, n'hésitez pas à contacter Khadija, Feriel ou moi-même. On aura peut-être la possibilité de les intégrer dans notre planning de webinaires pour l'année prochaine. En tout cas, ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, encore merci et je vous souhaite à tous une excellente après-midi.